Donc pendant 3 jours, tu es dans son pick-up avec un peu sa garde rapprochée. Tu vois, tu as l'impression d'être Pablo Escobar au milieu de la forêt. Mais ouais, pas mal de bonnes anecdotes où il y a des négociations. Voilà, les Brésiliens, ils aiment bien un peu les strip clubs, par exemple. Donc on allait négocier là-bas. Ah, c'est comme dans C'était les films. franchement, ah ouais, à coup de cachaça ou 4 heures du mat où il te dit le délai de paiement, il est à 120 jours. Tu vois, je me rappelle, ma mère elle était folle, quoi. Elle voyait des trucs, l'ascenseur, c'était un monte charge en fait. Non-stop, ça montait, ça descendait. C'était, mais t'aurais vu les valises que je descendais. C'était les valises de voyage, tu vois, les grosses valises de 30 kilos. Tous les matins, je faisais la queue à la poste pour envoyer ça. 2021, j'ai fait 1,5 et là, l'année dernière, j'ai fait 1,1. Par exemple, si tu poses deux canettes voilà, de face, tu as plus de chances de vendre. Bah, eux, ils vont essayer dès qu'ils passent, ils vont essayer enfin, je dirais, mais tout le monde fait pareil, hein. Et tout le monde essaie de mettre un max de produits et planquer les concurrents. C'est Même... c'est ignoble. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wizards Podcast. Comme d'habitude aujourd'hui, je me retrouve avec Franck et Anto, mais comme vous pouvez le voir peut-être si vous nous regardez sur YouTube, on a un invité aujourd'hui, on a Hugo de Frate Maté. Salut Hugo. Salut les gars, merci pour l'invite. Bah écoute, c'est avec grand plaisir qu'on t'accueille et vous allez voir, Hugo a plein de choses à nous raconter. Je vais pas spoiler, je laisserai Hugo se présenter. Avant toute chose, eh ben, vous êtes sur Wizards Podcast, un podcast qui parle de make money, qui parle de business en ligne de manière très transparente. On essaie de vous apporter chaque semaine un maximum de valeur. Donc si c'est le type de podcast que vous appréciez, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à laisser un petit pouce bleu également. Dernière chose avant de commencer le podcast, on a en description de YouTube, toujours, donc si vous nous écoutez sur Spotify, il faudra transiter sur YouTube pour récupérer tout ça, une formation gratuite sur la vente de liens en édition de site et SEO. C'est l'un des marchés sans doute les plus accessibles pour faire concrètement de l'oseille aujourd'hui. Pour être franc, on en parlait juste avant de commencer le podcast et on se disait mais attends, parce qu'on parlait d'un truc avec Hugo qui nous disait mais ça, est-ce qu'on en parle dans la formation gratuite? Et moi je disais franchement j'espère pas, parce que enfin bref, il y a énormément de valeur dans cette formation et il se trouve que en l'occurrence le truc dont on parlait est bien présent dans la formation, donc profitez-en, c'est en description, c'est gratuit et on part directement dans ce podcast. Donc du coup Hugo, dans un premier temps, ce que je te propose, c'est on va te laisser un petit peu te présenter. Par ça j'entends ton parcours un peu entrepreneurial sur le web et où est-ce que tu en es aujourd'hui et nous parler de ta marque ou de tes marques, puisqu'on va voir qu'il y a pas mal de projets en cours aussi. C'est ça. Bah ouais, exactement. Bah moi, Hugo Lestringant, 29 ans. J'habite à Aix-en-Provence. 6 mois de l'année, j'arrive un peu à voyager à droite à gauche. Et donc j'ai monté Fratématé il y a 5 ans maintenant. C'était été 2018. Donc pendant la Coupe du Monde en Russie, avec notre Grisou, Pogba et les autres qui buvaient du maté à l'époque. On les voit un peu moins à l'écran, mais ouais, l'idée est partie de là. Et aussi d'un voyage au Brésil, où j'avais fait mon dernier semestre au Brésil. Et j'avais fait un petit voyage en Amérique du Sud, et c'est là aussi où j'ai découvert le maté. Donc c'est deux liens en fait qui m'ont fait émerger l'idée. Et donc ouais, ça fait 5 ans. Donc Frate Maté, voilà, je suis solo entrepreneur. J'avais des stagiaires, des alternants, mais j'ai vite compris que en fait, j'aimais travailler seul. Et à l'heure actuelle, je monte aussi un nouveau projet que vous pouvez suivre sur Twitter, qui s'appelle Focus avec deux O. Et en gros, c'est une potion, on va dire un mix de café avec des champignons adaptogènes. Et donc, vu que je pense qu'il y a dans ce podcast-là, il y a pas mal d'entrepreneurs, ça va aider pas mal d'entre nous. C'est pour augmenter l'énergie, éviter les distractions et ouais, surtout l'ascension des réseaux sociaux, toutes les distractions qu'on peut avoir avec TikTok et Co. Bah, c'est justement un peu l'ennemi que je vise avec ce nouveau projet. Donc voilà, ça arrive prochainement sur Ulule, la semaine prochaine. Donc ça sera, j'imagine, peut-être ce podcast sera déjà en ligne.
Rapide coupure pour te dire que Hugo lance Focus sur la plateforme de crowdfunding Ulule. Si tu veux aller donner de la force à Hugo pour son nouveau projet, le lien est en description. Et, voilà, je pense une petite présentation sympa, non? Carrément. Il y a juste une petite question que je me pose pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet de qui tu es et d'où tu viens. Ouais. Ton premier business web, est-ce que ça a été directement le Café Maté ou il y a eu autre chose avant? Comment est-ce que tu t'es retrouvé à devenir solopreneur? Et d'ailleurs, Ah. peut-être hors web, hein. Peut-être Ou hors web, Ah ouais, carrément. ouais. comment tu as commencé le biz? En fait, ouais, à la base, donc j'ai fait une école de commerce. Je suis rentré à Paris, j'ai fait un stage qui s'est pas très bien déroulé. Je me suis dit, bon, ça va pas être pour moi. Enfin, j'avais pas envie d'être, on va dire, dans la suite logique d'une école de commerce où tu prends un CDI à Paris, on va dire, avec tous tes potes. Et donc, j'avais toujours eu un petit rêve aussi dans le coin de ma tête, c'était d'être Géo Club Med. Je disais en prémisse que je viens de Grenoble et donc le ski, voilà, c'est un sport qu'on a pas mal fait quand on était jeune. Donc je suis parti au Club Med et on a pas mal de pauses au Club Med. Et là, j'ai commencé à découvrir tout ce monde du dropshipping avec Sébastien Cerise. Il y avait le début de Yumi aussi. Donc le dropshipping où on te fait vendre essentiellement la liberté géographique, financière et co. Donc je me suis quand même essayé au dropshipping avec deux trois boutiques qui n'ont pas du tout marché. Je me rappelle, j'avais des, des trucs pour le sport, des bagues, j'avais fait pas mal de choses, des coques, enfin tous les trucs classiques où 99% des projets n'aboutissent pas parce que voilà, tout le monde fait ça. Et donc, ouais, c'était pendant. Donc, Fratematé, c'est effectivement mon premier business qui a fonctionné. Donc, suite à ces erreurs en dropshipping. Donc, je connaissais un petit peu Shopify. À l'époque, il y avait Jarvi qui permettait de monter des pages Instagram assez rapidement. Donc, voilà, c'était 2018. C'était encore un peu le Far West aussi sur Facebook. On pouvait faire pas mal de choses. Et donc, ouais, c'était suite en fait à la Coupe du Monde où je vois la Roquette Maté s'envoler, parce qu'il y avait pas mal de joueurs de foot, dont l'équipe de France, qui en buvaient devant les caméras. Et donc moi, j'avais déjà testé ça au Brésil, je voulais le retester en France. Je voyais que l'offre était néante, on va dire, sur Internet. Je me suis dit, vas-y, go. Dropshipping, il n'y avait pas, parce que voilà, ça vient d'Amérique du Sud, donc il n'y avait pas de fournisseur qui pouvait en faire. Je spot un fournisseur en République tchèque. Donc je me dis, il va falloir faire du stock. Sauf que j'ai pas d'argent. Donc je fais 2-3 mois de CDD pour avoir 2-3 mois de chômage. Et là, je retourne chez mes parents. Et là, c'est le début d'acheter du carton, de tout faire à la main, de descendre tous les jours à la poste avec les valises remplies de colis à la poste. Voilà, ça a pris, je pense, 2-3 mois avant de déléguer, on va dire, la logistique. Donc le lancement du shop, ça s'est fait avant Black Friday 2018. Et ouais, ça a bien décollé à ce moment-là. À l'époque, ouais, sur Google Shopping, ça marchait super bien aussi. Voilà, donc ça, c'était le début de Fratematé, qui est, on va dire, ma première petite qui est devenue plus grosse expérience. Ouais. Ok. C'est beau, du coup. Ouais, et du coup, juste, tu dis, tu avais vu les débuts du Yomi, tu avais vu Sébastien Cerise et tout. Tu avais acheté les formations ou juste tu consommais le contenu YouTube et ça te suffisait? Ouais, ça me suffisait amplement. Au début, les formations en ligne, franchement, il y en avait pas, c'était pas aussi démocratisé qu'à l'heure actuelle. Donc, il y en avait beaucoup qui envoyaient en ligne sans retour. Sébastien Sori, je me rappelle, il faisait des lives de 2-3 heures, quoi. Il était acharné en montrant des. Il était, je trouve, chaud. Maintenant, je crois qu'il est parti en reprenariat ou quelque chose comme ça. Mais ça me suffisait amplement. Il y avait assez de tutos. Et voilà, après, vu qu'en fait, au début, on fait tout, on peut pas aussi exceller dans tous les domaines. Euh, voilà, j'ai acheté enfin, ouais, je faisais la logistique. La logistique, c'est le truc le plus chronophage à faire. Et ça demande énormément de temps. Donc, j'avais pas le temps aussi de consommer un max de contenu, pouvoir l'appliquer et faire grossir le truc. Une fois que j'ai délégué la logistique, c'est sûr, ça a été déjà game changer. Et là, elle me focus beaucoup plus sur le marketing, sur le produit. Donc ça, c'était aussi hyper important.
Donc là, tu parlais de la requête matée juste avant, Hugo. Alors, qui dit requête dit... Bon, alors, c'est pas forcément SEO, mais ma question du coup, c'est étant donné que sur le podcast, on parle quand même beaucoup d'édition de site, beaucoup de SEO. Est-ce que à la base, tu t'es très vite aussi intéressé au SEO pour justement être capable de détecter les opportunités? Est-ce que ça faisait partie des différentes vidéos de formation que tu as suivies ou choses comme ça? Ouais, c'est clairement, alors peut-être pas le SEO en tant que tel, mais c'est vrai que Google Trends, alors peut-être ça reflète pas du tout la réalité, mais il y avait quand même Google Trends et Google Keyword Planner où tu voyais quand même les tendances tu les voyais arriver. Donc ça, c'était assez cool. Et après, je me disais, bah, c'est vrai qu'on connaît tous le café, le thé. Le maté, c'est un truc qui va arriver, d'autant plus il y a des joueurs voilà, sud-américains c'était le début du PSG aussi, où il commençait à avoir du Cavani qui est arrivé dans l'équipe, qui en buvait aussi non-stop. Donc je voyais un petit peu ce mouvement qui était en train de se mettre en place. Mais ouais, clairement, Google Trends, je le recommande parce que c'est vrai que on voit des belles choses arriver. Tu as Exploring Topic maintenant que j'utilise pas mal, euh, qui est vraiment pas mal parce qu'il y a aussi des études de marché un peu plus poussées, notamment moi je regarde beaucoup aux US, on en parlait aussi sur Focus un peu avant d'enregistrer. Mais ouais, regardez un petit peu ce qui se trame aux US parce que les tendances. De manière générale, ça arrive des US, ça arrive en France par la suite. Pas toutes, enfin, il n'y a pas toutes les tendances qui fonctionnent en France. Tu vois, je parlais du Hardzelter, je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est des, des canettes avec un peu d'alcool. Ça marche très bien aux US et ça n'a pas pris en France, enfin pas trop. Mais ouais. Les Hardzelter, ils ont essayé il y a 1 ou 2 ans. Tu as une grosse marque, c'était qui c'est qui l'avait lancé déjà? Fefe, Ouais, Fefe, t'as avec SCH des ici. jolies canettes un peu rosées, avec un joli, enfin rosé, genre gris aluminium, c'était eux? Ouais. Exactement, ouais. Fefe en fait, t'avais pas mal de rappeurs. T'as des gros rappeurs qui rentrent dans des boîtes de spiritueux. Et t'as, je crois, A$AP Rocky, je crois, il est rentré aussi dans une marque de Hardzelter. Et CH a fait la même avec Fefe en France. Euh, on les a vus beaucoup partout. Et ça, voilà, la catégorie pour l'instant ne prend pas vraiment. Peut-être que ça va prendre par la suite. Mais aux US, voilà, elle est là, quoi. Donc, ouais, il n'y a pas toutes les trends aux US qui passent la En frontière, France. Ouais, ou alors ça le fait, mais au bout de 10 ans, quoi. Enfin, quoi. Ouais, c'est une histoire de timing aussi, quoi. Ça se trouve, c'est vrai. ça se trouve dans 10 ans, tout le monde sera en train de boire Féfé et Voilà, voilà, peut-être. on sait pas. Ouais, bon, c'est un peu le jeu du truc. Euh, Du coup, moi j'avais une question. Ouais, t'as eu ton passage du coup de drop à, je sais pas comment on dit, un e-commerce légitime, quoi, avec. Ouais, Marc, Et on va faire. voilà, Marc, donc t'avais en République tchèque, c'est ça, ton premier fournisseur. Ouais, Et moi, après, là, j'ai vu des photos où t'es dans des hangars assis en haut de sacs énormes. ouais. Ça, c'est où? C'est au Brésil? Ouais, ça c'est au Brésil, c'est chez mon fournisseur, donc c'est à Curitiba, c'est au sud de Sao Paulo. Donc ouais, généralement 4 6 mois de l'année, je suis à l'étranger. Et c'est vrai que l'Amérique du Sud, c'est toujours une bonne destination pour les digital nomades. Coûte pas très cher, il fait chaud, parce que bah, les saisons sont inversées. Et voilà, c'est assez festif aussi, c'est assez cool. Euh, et voilà, les Brésiliens bah, donc, m'avaient invité là-bas. Le problème, c'est que le Big Boss ne parle pas du tout un mot d'anglais, je parle pas du tout un mot de brésilien. Donc, il m'avait invité pour faire la visite c'est comme une grosse ferme, quoi. C'est des centaines, voire milliers d'hectares. Donc, pendant 3 jours, tu es dans son pick-up avec un peu sa garde rapprochée. Tu vois, tu as l'impression d'être Pablo Escobar au milieu de la forêt. Et, euh, et vraiment, c'est serviteur, quoi. Et de temps en temps, t'es très mal t'es très mal à l'aise, tu vois. Il parle, je comprends un petit peu, je comprends vite fait le portugais, mais ouais, c'est le boss, quoi. C'est le boss de la région. Et ouais, il te montre un petit peu comment. Donc, il y a sur la chaîne YouTube Fratemate, donc j'avais pris aussi 2 Brésiliens qui m'ont suivi pour filmer, on va dire, tout ce trip-là.
comment le maté, toutes les objections que tu pourras avoir par rapport au maté, tu vois. Est-ce que c'est bio, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais pour la santé, est-ce que, voilà, comment c'est séché, comment ça grandit. Donc on a documenté tout ça. Et ouais, en effet, donc il y avait tout ce process-là. Et ouais, il y avait ce fameux hangar où on a fait les recettes pour les 2 prochaines années. Donc comme ça c'est cool. On teste avec lui. On essaie de sourcer, on va dire, des ingrédients qui sont au Brésil pour éviter d'aller chercher, je dis n'importe quoi, euh, de la stevia dans un autre pays alors qu'il y en a au Brésil. Voilà, essayer de faire les mélanges directement au Brésil. Comme ça arrive en conteneur en France et je passe par un ESAT. Donc c'est une structure qui aide les personnes en handicap assez léger à réintégrer le monde du travail. Donc ils récupèrent, on va dire, les palettes. Donc c'est des gros sacs de 25 kilos qui sont sur des palettes. Ils prennent les gros sacs et ils ensachent ça dans des sachets de 500 grammes ou 1 kilo. Et après, c'est envoyé à mon centre logistique. Euh, donc, ouais, il y a cette étape-là. Euh, et ouais, ça se passe super bien avec lui. Mais ouais, pas mal de bonnes anecdotes où il y a des négociations. Voilà, les Brésiliens, ils aiment bien un peu les strip clubs, par exemple. Donc, on allait négocier là-bas. Ah, c'est comme dans les films. Franchement, ah ouais, à coup de cachaça ou 4 heures du mat où il te dit le délai de paiement, il est à 120 jours. Tu vois, tu vois, pour toi, c'est ouf. Tu vois, tu as traversé toute l'Atlantique et tu fais la fête avec des Brésiliens. Tu es le seul Français, tu comprends un mot sur deux. Et tu repars, on va dire, avec enfin, plein de rêves, tu vois. Enfin, tu te dis, ouais, ton biz, il va avancer, quoi. Donc ça, ouais, c'est gratifiant. Je suis solo entrepreneur, donc aussi, c'est dur de temps en temps d'avoir toute cette pression-là, on va dire, tu vois. T'as pas de mec ou t'as pas de défouloir, tu vois. Donc ça aussi, ça, de temps en temps, un conseil que je pourrais donner, c'est si tu arrives à trouver un cofondateur ou un partenaire, c'est toujours mieux. Pour te défouler un peu dessus, du coup. Ouais. Donc je buvais double dose moi à chaque fois. Mais non, franchement, ouais, 5 ans seul, c'est dur. De temps en temps, il y a eu des périodes un peu chaudes. Et t'avances bah, moins vite, hein, forcément. Voilà, il n'y a pas de secret, hein. Un seul cerveau, il faut être hyper discipliné tous les jours. Si, Ouais. si tu devais refaire les choses aujourd'hui, Hugo, tu le ferais avec un associé, du coup? Bah, en fait, j'ai tenté avec 2, 3 personnes. Alors peut-être ma personnalité leur a pas plu ou le projet, ils avaient d'autres trucs à côté. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je risque quoi? Tu vois, j'ai 25 ans, j'ai pas envie de tomber en mode salarié et être pris dans la routine et après compliqué de sortir pour repasser en mode entrepreneur. Je me suis dit, vas-y, all-in. Et au pire, vas-y, je perds un peu de sous, c'est pas la fin, tu vois. J'ai de la chance d'être chez mes parents qui ont un toit, et donc go, je le tente. Mais ouais, franchement, si j'avais eu un cofondateur, moi, ça m'aurait pas déplu de partager, et surtout partager des moments sympas, tu vois. J'aurais kiffé partir avec un gars au Brésil, chez le fournisseur, même si on est une bonne troupe à partir à droite à gauche à chaque fois à l'étranger, mais qui chacun a leur bise. Chacun d'entre nous a leur propre bise. Mais ouais, ouais, clairement, cofondateur. Ok. Et du coup, là, ce Pablo Escobar du maté, comment tu l'as rencontré? Ou est-ce que, en fait, comment tu as eu ce passage enfin, bah, du coup, un fournisseur en Europe, en République tchèque, Ouais, que tu as trouvé, et vraiment trouvé le grand big boss qui est vraiment au Brésil, qui est d'ailleurs, enfin, qui est le producteur, qui est le mec vraiment, bah, du coup, tu es en direct. T'as même ouais, plus ouais. d'intermédiaire, Ouais, ouais, c'est ça en fait, hein. Au début, moi, je faisais de l'achat-revente. Donc en Argentine, au Brésil, ils ont déjà leur propre marque qu'ils consomment tous les jours. Donc moi, pour tester, j'ai fait de l'achat. Il y a toujours cette activité-là sur le site Fratematé. J'achète des marques qui sont déjà existantes, CBC, Playa Dito, Taragui, voilà, c'est des marques de maté assez connues. Donc ces marques-là, je les achète voilà, en Europe de l'Est et je les revends. Et à un moment, je me suis dit, en cas de revente, c'est toujours intéressant d'avoir sa propre marque. Tu vas pouvoir marger beaucoup plus et tu vas pouvoir aussi, parce que la première objection sur le maté, c'est l'amertume, c'est assez fort.
Et donc le maté brésilien, c'est un maté qui est légèrement différent du maté argentin parce que les feuilles sont beaucoup plus vertes. Et c'est aussi un maté bio, parce que la majorité des cultures en Argentine, c'est très aride, donc ils mettent beaucoup on va dire, de pesticides, de choses comme ça, alors qu'au Brésil, ils n'ont pas besoin, c'est beaucoup plus humide, donc la plante arrive à pousser plus facilement. Donc je me suis dit, il faut que je trouve un fournisseur. Et donc c'était début 2020. Je pars en Argentine avec un projet de rejoindre après le Brésil par la suite, sauf qu'il y a le Covid. Donc je reste bloqué en Argentine pendant 5 mois dans une ferme à bosser comme un fada parce que pour le coup l'e-commerce monte en flèche quoi. C'était vraiment en ligne, c'était le Far West quoi. Tu mettais 1 euro sur Facebook, tu en avais voilà, c'était des ROAS de 5-6 quoi. C'était assez facile. Et ouais, j'étais sur Free en partage de connexion avec mon Free mobile pour faire tourner le biz, alors que le logisticien, il avait fermé ses entrepôts, la poste marchait une fois sur deux, et ainsi de suite. Et donc, je me suis dit, vas-y, il faut vraiment que j'arrive à trouver ce fournisseur-là. Je vais pas pouvoir aller au Brésil par la suite. Donc, je commence à éplucher Google à fond. Et franchement, c'était même pas un WordPress, tu vois, c'était un truc, une langue, enfin, un site, mais éclaté au sol, page, page 60 du truc avec un WhatsApp, tu vois. T'appelles le gars, il te fait confiance, il te donne deux trois refs, il vendait déjà des gros comme Palais d'été. J'arrive à voir que c'est vrai ce qu'il dit. Et donc, on essaie de faire voilà, un transport, une palette, ça passe. J'essaie de 3 palettes, ça passe encore. Et après, bah, c'est parti en conteneur, quoi. Donc, ouais, c'est au fur et à mesure. Et donc, t'as des Brésiliens aussi qui viennent en Europe sur des salons comme Natexpo, t'as la Biofac, c'est le gros salon bio en Allemagne. Après, tu les vois en visu. Et là, bah, voilà, des restos, tu bois des bières avec eux et ça part comme ça, quoi. C'est une relation de confiance, quoi. Donc maintenant, ouais, c'est vrai que je paye 90 jours, 120 jours et ils sont pas paniqués, quoi. Ils savent que, voilà, je vais pas leur mettre à l'envers, quoi. C'est un deal qui était fait sous Kinshasa. Ouais. Ah, franchement, ouais, c'était dur de voir clair, mais ouais, quand il m'a dit ça, je l'ai bien rappelé le lendemain, ouais. Ok, c'est beau, en tout cas, comme. Enfin, c'est ouf que t'aies osé aller essayer de choper le contact d'un type page 60 sur Google. Enfin, ouais, je sais pas, c'est Ouais, ouais, bah, déterminé, quoi. Ça ressemble à du Anto un peu ça. Qui ouais. arrive toujours à trouver les contacts complètement perdus mais qui Ouais. sont trop bien quoi. Ça me fait penser à Anto, tu devrais lancer des gros e-commerce comme ça Anto. Ah ouais, bah, non, mais mais je lui ai dit à mon fournisseur, je lui ai dit, t'imagines, enfin, tu te positionnes juste en fait, Yerba Mate, en plus, c'est même pas tapé, enfin, c'est même pas concurrentiel, quoi. Tu vois, tu tapes wholesale Yerba Mate, qui est le mot pour dire maté en anglais, bah, t'auras beaucoup plus de bis que, voilà, tu t'y mets un petit peu, tu vois. Et c'est des business, quand même, qui font peut-être 5-8 millions de chiffre d'affaires, mais eux, pour eux, c'est du réal en Brésil, c'est déjà énorme, tu vois. Tu vois leurs usines, c'est ouf. Donc, ouais. Ok. T'as des questions Anto avant qu'on embraye? Non, vas-y, continue. Moi, c'est des questions un peu plus techniques, trucs comme ça après. Donc, Ok, vas-y. ça roule. Alors, la première, donc tu as commencé à en parler, hein, tu as parlé du fait qu'au début, tu as toujours géré tes stocks, mais qu'au bout de 2-3 mois, si je me souviens bien, tu as réussi à sous-traiter cette partie-là. Moi, ça me paraît assez rapide. Pour le coup, le e-commerce m'a jamais trop attiré. Et justement, ce qui me rebute, c'est cette partie-là. Donc moi, c'est un peu là-dessus que je voulais te questionner. C'est aujourd'hui, est-ce que... alors, comment je l'avais tourné Enfin, est-ce qu'en gros, ton business, tu considères que c'est un business qui est plutôt... Bon, on a compris, c'est un vrai business, donc c'est pas facile, rien n'est facile, mais plutôt léger. Est-ce qu'il y a quand même une certaine légèreté, parce que tu nous l'as dit, tu étais digital nomade, donc il y a une partie de l'année où tu es à l'étranger.
est-ce que c'est de la légèreté? Parce que moi, j'imagine le e-commerce comme un truc où, justement, comme tu le disais, tu dois tous les jours sortir avec tes cartons, tes machins, hop, hop, aller expédier. Enfin, tu vois, c'est très vite, tu peux vite te retrouver submergé par les expéditions, les stocks. Et là, tu vois, on en reparlait récemment, je sais plus avec qui on parlait de ça, mais c'était très récemment. Que bah, c'est aussi, je sais avec qui c'était, et c'était en privé d'ailleurs, je parlais de ça, qui me disait qu'il avait un de ses potes qui faisait du e-com, que sa famille s'était mis aussi dans le dropshipping plus tôt, et qu'en fait, alors dans le e-commerce, pas dans le dropshipping, et qu'ils avaient les stocks chez eux, mais tu sais, il y en avait partout, quoi. Tu vois, il y avait des cartons posés partout avec les stocks. Enfin, tu vois, moi, c'est comme ça que j'imagine les e-commerçants, en fait, et je pense que c'est complètement biaisé. Et du coup, ma question, même si c'est très long, c'est est-ce que de ton côté, c'est quand même plus léger que ce que j'imagine, et comment finalement tu gères concrètement cette partie stock? Non, mais t'as totalement raison, hein, quand j'ai commencé, ma chambre, c'était un entrepôt. Franchement, j'ai eu des fournisseurs, notamment, je me rappelle, de carton, qui posent la palette sur l'arrêt de bus en face de moi, tu vois, et tu prends les cartons, tu viens à la palette ou tu la ranges en express et c'est parti. Mais c'était comme ça, enfin, sur Twitter, et en plus, je crois que j'avais posté une photo de ma chambre au début, mais je me rappelle, ma mère était folle, quoi. Elle voyait des trucs, l'ascenseur, c'était un monte charge, en fait. Non-stop, ça montait, ça descendait. C'était, mais t'aurais vu les valises que je descendais. C'était les valises de voyage, tu vois, les grosses valises de 30 kilos remplies de trucs. Et tous les matins, je faisais la queue à la poste pour envoyer ça. Tout le temps la même nana à la poste, tac, ah salut Hugo, ok, ouais, on poste combien aujourd'hui? Donc ouais, au début, très très dur. Et surtout, bah, tu peux pas prendre un jour off, tu vois. Enfin, là, c'est samedi, dimanche, ça part non-stop. Donc c'était ça qui est très dur. Après, heureusement qu'il y a des 3PL, il y en a deux gros en France, Cubin et Big Blue. Il y en a beaucoup, t'en as d'autres, hein, je cite juste les plus gros, mais qui sont en gros, t'envoies ton stock chez eux. Eux, ils se connectent à ton Shopify, ton PrestaShop, à ton WooCommerce. Et dès qu'il y a une commande, eux, ils expédient tout. Tu crées tes petits lots déjà sur place. Tout est par QR code. Donc franchement, toute la partie réception, picking, expédition, ça c'est géré par eux. Et donc ça déjà, ça t'enlève, enfin tu peux vraiment te focus sur ton business sans trop de problèmes. Après quand même, t'as des règles. Donc par exemple, tu dois dire le nombre de quantités que tu vas envoyer. Tu dois quand même checker parce que forcément, il y a des couacs un petit peu à la réception. Donc voilà, si tu mets des process en place. Moi, par exemple, il y a une fille qui m'aide pour le service client qui s'occupe aussi de ça, de l'opérationnel. Donc voilà, ça, je m'occupe plus trop de ça. Mais oui, il faut quand même surveiller. La logistique, c'est moins un problème. Moi, je suis plus focus marketing, produit et site. Et voilà, donc sur la partie B2C, donc c'est sur le site. Et après, j'ai un autre logisticien sur la partie B2B, où là peut-être on pourra en venir, mais je suis chez Monoprix aussi, où je vends des canettes chez Monoprix. Donc là, j'ai un autre logisticien qui s'occupe exclusivement des expéditions en palette. Donc là, c'est un autre process, parce qu'il faut prendre rendez-vous avec Monoprix sur des plages horaires de 2-3 heures, je crois. Donc le transporteur doit appeler Monoprix, ouais, on peut livrer la commande X de Frat et Maté. Donc là aussi, tout ce qui est, on va dire, logistique, on s'en rend pas compte, mais c'est un métier de ouf. C'est un métier à part entière. Et donc je conseille à toute personne qui a envie de scale ou d'avancer très vite en e-commerce, c'est de déléguer ça. Et même si voilà, si tu as des trucs custom et tout, bah, franchement, c'est pas très scalable. Tu vois, si tu es en mode la gravure par exemple, ou des trucs hyper personnalisés, ça va vite devenir un casse-tête, toi. Ok. Et d'ailleurs, tu parles de Monoprix, du coup, je rebondis juste sur ça. C'est quoi la petite histoire derrière Monoprix? Comment tu t'es retrouvé chez Monoprix? Donc ouais, donc j'ai habité au Maroc quand j'étais jeune, pendant 4 ans. Et à l'école, j'ai rencontré un gars avec qui j'avais grandi un petit peu au Maroc. Et donc il y avait son mariage à Casa. Et j'ai un pote d'école qui me dit lors de ce mariage-là, franchement encore soirée arrosée,
Ouais, ma copine, elle travaille chez Monoprix, elle est acheteuse. Donc, t'étais tout excité. Là, tu te dis, voilà, là, c'est parti. Là, je pars en mission. Le mec profite pas du mariage, là, il démarche. Ça prend un petit shot et c'est parti. Mais je voulais pas faire le mec pushy, tu vois. Je voulais vraiment prendre les choses, ouais, comment ça va, nanani, prendre les infos, peut-être lui prendre un petit numéro pour la recontacter après une fois qu'elle était à Paris pour prendre rendez-vous. En l'occurrence, c'était pas c'est pas celle qui gérait le rayon snacking, donc qui est le rayon pour la boisson, donc pour les canettes. Euh, donc ouais, il y avait les canettes. Je fais des canettes énergisantes au maté, donc qui est un autre, une autre range de produits sur Fraté Maté. Et donc, ouais, je prends son num, elle me met en contact après plusieurs relances avec la bonne personne. Et au bout d'un mois, j'étais dans les bureaux de Monoprix. Je pense qu'il est intéressant aussi pour les personnes qui nous écoutent, ceux qui attaquent la GMS, la pharmacie, on parlait de nootropiques avant, donc c'est plutôt pharmacie. Je pense que c'est bien de créer un petit momentum, on va dire, en ligne, avoir des bons avis, avoir un Trustpilot qui est carré. Vous voyez mon Trustpilot, il est 4.8 nickel. J'ai des avis sur mon site, ils sont. Voilà, enfin, tout est clean, on va dire. J'avais des ambassadeurs qui bossaient pour moi aussi tous les mois. Donc, on avait des UGC, donc des personnes qui témoignaient avec les canettes. Et donc, bah, j'arrive devant la nana et je lui montre tout ça. Et en fait, pour elle, il n'y avait pas d'objection, quoi. Il n'y avait pas d'objection. Le marché des energy drinks monte, donc c'est parfait. Il n'y a que la taurine dans les energy drinks. Moi, je lui propose une source de caféine naturelle. Il y a 3 fois moins de sucre que dans un Coca et que dans un Red Bull. Bah, franchement, enfin, tu vois le projet sans avoir goûté le truc, tu te dis ouais, why not, quoi. Et donc, franchement, c'était quoi, 3, 4 mois après le mariage, donc j'étais en rayon, quoi. Donc là, c'était Ok. aussi notre organisation. Il faut trouver un autre logisticien parce que c'est des expéditions un peu différentes. Il faut reproduire très très vite. Ça aussi, cash flow, pour le cash flow, c'est assez compliqué les canettes parce qu'il faut produire, on peut pas produire 100 canettes par 100 canettes. Des productions 20, 30 000, 50 000. Si tu veux faire de la canette imprimée, il faut monter à 150, 200 000. Donc là aussi, c'est des gros tickets. Donc ouais, bonne expérience. Là, ça fait un an que je suis chez Monoprix. Ça se passe super bien. Et ouais, à voir si on passe avec d'autres magasins. C'est un autre métier, le retail. J'ai fait le salon du Snack and Show là à Paris. C'est autre chose. Tu peux pas autant scalable qu'en ligne. Euh, et c'est un business des canettes, c'est un business de centimes, hein. C'est pas, on vend pas les marges en valeur ne sont pas extrêmes. Donc voilà. À voir si je continue, si je veux continuer euh, ou pas. En tout cas, ce qui est bien, c'est que Monoprix a quand même une image assez haut de gamme, on va dire. Et ça correspond bien, je pense, toi, ta cible, qui est voilà, peut-être plus consommateur de maté, Ouais. je pense. Ouais, Monoprix, c'est un bon point de départ pour les DNVB, toutes les boîtes qui commencent, on va dire, en ligne. Ils aiment bien l'innovation. Euh, il y avait, bah, on parlait de Fefe, ils sont rentrés chez Monoprix. Il y Hmm. a aussi euh, j'ai une boîte que je connais bien de Humble, du collagène, qui ont référencé 3 canettes aussi chez Monoprix récemment. Ils aiment bien tout ce qui est innovation. Alors, à voir ce que la politique va donner en 2024, parce que, comme tu sais, ça appartient au groupe Casino qui ont certaines difficultés en ce moment. Il y a les JO aussi qui arrivent, et mine de rien, ça peut changer aussi pas mal en rayon. Voilà. Ah ouais. Donc ouais, Monoprix, je recommande de taper très très fort à la porte si vous avez un produit innovant, parce qu'ils sont friands de ça. Ok. Moi, j'ai une petite question, Hugo. Enfin, j'en ai encore pas mal d'ailleurs, mais une journée type dans ta vie, si tes journées ne sont pas trop différentes, justement, tu aurais moyen de nous expliquer un petit peu ce que tu fais, quelle est aujourd'hui ta journée de travail type, quoi. Bah, j'ai envie de te dire, on commence par un petit maté. Placement de produit. Parce que ça, c'est. Voilà, on peut pas commencer sans mater, quoi. Peut-être focus très très prochainement. Euh,
Non, les journées ont bien évolué ces derniers temps. C'est vrai que j'étais très sur Fratematé ces dernières années. Je pense que comme chacun, quand tu fais la même chose pendant 4-5 ans, tu as envie d'évoluer. Donc Mhm. là, Fratematé, maintenant je pense que c'est à 20% de mon temps. Je me suis lancé voilà, ce nouveau projet sur Focus, donc des champignons adaptogènes mélangés à du café. J'ai envie de faire du bulletin public sur Twitter et peut-être sur YouTube. Donc mine de rien, ça prend du temps. Documenter, écrire, c'est un nouvel exercice. Et moi, ce que j'aime bien aussi dans toutes les phases entrepreneuriales, c'est pour moi, j'apprends, c'est learning by doing, tu vois, tu Mhm. apprends à écrire en faisant. Mes posts au début, c'était pas ouf, et là, ça s'améliore un petit peu. Je le vois un petit peu au niveau du reach, ça augmente. Donc, c'est cool. Euh, Focus, ça prend beaucoup de temps parce qu'une création voilà, il y a tout à faire, notamment sur Ulule, donc il faut quand même pousser. Donc, Ulule, c'est du crowdfunding, donc c'est de la prévente. Donc, il faut quand même construire une petite communauté et dire le jour J quand ça lance pour que ça achète très fort. Donc là, le but, c'est de créer une communauté, comme avait fait par exemple Respire ou plein d'autres. T'as beaucoup d'ailleurs, j'ai écouté un podcast Mhm. de lui pas plus tard qu'hier. Euh, Bocuse et Ulule donc, aussi? ouais, Bocuse, c'était Ulule. Je crois que c'est top record sur Donc Bocuse, c'est des toilettes japonais. Ouais. Euh, Même pour vendre des produits, hein, on va dire, un peu atypiques, c'est assez intéressant. Et ouais, il a explosé, sa vidéo a super bien fonctionné. Donc moi aussi, j'ai tourné une vidéo chez moi. Voilà, ça prend beaucoup de temps quand même à mettre en place. Donc pour répondre à ta question, c'est plutôt 20% sur Fratematé. Au début, ben, la matinée, je pense, comme la plupart d'entre nous, j'évite de prendre les calls parce que ça me demande beaucoup en énergie. J'essaie de les réserver pour l'après-midi. Mhm. Plutôt, j'essaie de me lister les 3-4 tâches que j'aimerais vraiment faire dans la journée sur papier pour les abattre le plus rapidement possible. La rédaction, généralement, le plus tôt possible aussi dans la matinée. Euh, euh, Micro-sieste après le déjeuner, pour être plus précis. Et ouais, l'après-midi, ça reste très quels sont les nouveaux produits que je vais sortir sur Focus, quelle est la next step pour pousser le projet un peu plus loin. Et donc je vous avais annoncé ça aussi avant le podcast, c'est que j'ai rejoint aussi une agence marketing digital qui s'appelle Simplement, basée à Marseille, où là on s'occupe de refonte de sites, création de sites, SEO, Google Ads. Donc là aussi, voilà, il y a ces projets-là qui arrivent et il faut pas que je me défocus sans faire de jeu de mots, mais voilà, c'est le projet Focus, en gros, c'est montrer mes skills. euh, Attirer des leads pour l'agence et potentiellement faire de la formation après. Donc c'est do it for you ou fais-le toi-même ou fais-le Mhm. avec nous, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Et juste quand tu dis qu'aujourd'hui, tu es à 20% sur le maté, Ouais. tout le reste est délégué, du coup? Ouais, tout le reste est Ok. délégué. Tout le reste est délégué. Voilà, dès que ça tourne, franchement. Alors, je dépensais pas mal sur Facebook à l'époque. Mhm. Maintenant, je le fais beaucoup moins. Maintenant, c'est très focus sur le SEO et sur Google Ads, sur Amazon aussi. Et j'ai mis en place les abonnements aussi. Donc, je pousse beaucoup les abonnements pour choper du MRR. Euh, Potentiellement pour une revente à la suite. Ok. Je me dis, pour un investisseur, euh, si tu as des abonnements, tu es sur Amazon, tu es en retail, tes sources de trafic, c'est assez stable, on va dire. SEO, Google Ads, c'est ce qui est le plus stable. Ça rassure forcément, plutôt qu'une source de Mhm. trafic Facebook où les CAC continuent à monter jusqu'à quand. Il y a pas mal de DNVB maintenant qui ont tiré pas mal la gueule en 2023. Les fonds, bon, je vais pas citer de marque, mais voilà, il y en a beaucoup qui commencent à élaguer, quoi. Ça marche moins bien, quoi. Mhm. Donc, plutôt ouais, focus sur les bases et faire un business solide pour que ça tienne et être top of the mind sur ma niche, quoi. On doit penser fraté maté quand on pense à maté, quoi. Donc, Ok.
moi j'avais des questions, peut-être que ça rentre un poil plus dans peut-être là des trucs techniques, mais est-ce que tu considères que l'IA a une place dans ton business aujourd'hui? Genre, est-ce que ça fait partie, enfin, est-ce qu'il y a des IA qui t'aident au quotidien? Je sais pas, est-ce que par exemple il y a des IA qui arrivent au niveau de la logistique? Je sais même pas si ça pourrait exister, mais ou des trucs comme ça? Alors, l'IA, bah, j'utilise ChatGPT 4 tous les jours, franchement, que ce soit les plugins, code interpréteur et co donc peut-être pas code interpréteur tous les jours, mais ChatGPT, c'est vrai que le fait de pas partir sur une feuille blanche, toujours bien. Tu vois, là, j'étais en train de faire la page description sur Ulule. Bah, donne-moi 5 variations de cette phrase-là, parce que je la trouvais pas super bien. Bah, ça te permet en fait voilà, de t'aider, on va dire, dans l'inspiration, même rédactionnelle. Donc ça, c'est cool. J'utilise pas pour Twitter, j'ai pas l'impression que ça fonctionne de ouf aussi sur les comptes qui sont full IA. Mais oui, moi, ça m'aide pour pas partir d'une feuille blanche sur une création d'une newsletter, même si c'est plus moi qui le fais. Mais sur les fiches produits, par exemple, c'est pratiquement que IA, tu vois. Ah Il y a ouais. ouais, ouais, il y a plus grand chose à faire. Alors après, moi, je retouche. Et vous en avez déjà parlé pas mal de fois ici, à chaque fois, les textes qui sont produits par l'IA, pour donner un petit peu une autre touche. Mais oui, clairement sur la création de contenu, création de texte, fiche produit, oui. Sur la logistique, l'IA forcément va rentrer en jeu. Je suis pas un spécialiste sur la logistique, mais par exemple, je sais que j'avais fait une visite chez mon logisticien. Leur souci premier, c'est l'humain qui va piquer, qui va scanner le produit, qui va le mettre dans un carton et qui va l'envoyer. Et cette étape-là, on va dire, de scan, euh, même si la machine, la douchette, on va dire, normalement, tu peux pas scanner le bon produit, bah là, ils sont en train de remplacer l'humain par des machines. Donc, tu as vraiment des robots qui viennent prendre le produit, tac, 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 pour que, au final, bah, l'humain soit squeeze, quoi, qu'ils se font plus de marge. Même si j'imagine le développement des logiciels doit être énorme, donc il doit avoir un bon coût upfront. Mais, mais déjà, en termes de marge, pour eux, c'est énorme. Et de deux, ça va limiter encore plus enfin, il y aura moins d'erreurs. Donc, ouais, clairement, la robotique IA, je pense, dans la logistique, ça va être énorme. On n'en parle pas beaucoup parce que c'est moins mainstream, mais je pense que c'est énorme. Ouais. Ouais, Et après, bah, pardon. non, j'allais juste dire, il me semble, les entrepôts Amazon, c'est quasiment que des robots maintenant, non? Je crois que j'avais vu des Ouais, vidéos comme ça. ouais, ouais, t'en as, ouais, ça fait limite peur, hein. Enfin, t'en as t'as juste 3 employés et en fait, ils expédient ou ils contrôlent juste, parce qu'ils font des doubles contrôles. Mais ouais, Amazon utilise pas mal les robots. Je reviens juste sur l'IA. Il y a pas mal d'applications sur Shopify. Moi, je suis sur Shopify qui te promettent beaucoup de choses avec l'IA. Donc, ils en mettent un peu sur toutes les sauces. Ça fait vendre. Mais bon, je pense qu'il faut pas trop aussi complexifier les business, tu vois. Hmm. Il y a des business qui ont besoin de l'IA parce qu'ils peuvent remplacer, ils peuvent faire des marges. Il y a des business, pas forcément, quoi. Ok. Intéressant. Anto, si ça part sur du technique, tu veux y aller? J'avais une question, pourquoi Shopify? Tu vois? Bah, parce que je pense que je suis moins technique que toi déjà, Anto. Non, Quand non, mais j'entends. ouais, pas spécialement en technique, mais tu vois, parce que mine de rien, maintenant que tu fais beaucoup de CA, je sais pas combien ils prennent à l'année, mais ça doit te faire un sacré billet en frais, quoi. C'est vrai. C'est vrai, Shopify prennent un beau billet. En plus, ils ont augmenté, je crois, de 30%, je crois, de mémoire, ou 25% leurs abonnements il y a quelques mois. Donc c'est pas mal. Mais franchement, c'est un écosystème que je pourrais jamais changer, quoi. En fait, s'il faut changer pour du Magento, du PrestaShop. Ils prennent plus en pourcentage sur le CA? Alors, t'as des fixed fees, voilà, t'as des charges mensuelles en fonction Ok. de ton plan, plus des charges, un pourcentage, pardon, sur le chiffre d'affaires. Donc, Ok. ils prennent, voilà, c'est de là. Euh, mais voilà, t'as pas de souci. Si Ouais. tu passes par exemple, je te dis n'importe quoi, qui va être mon associé, bah t'auras pas de souci dans la soirée.
tu as besoin d'une app spécifique, bah, 9 fois sur 10, bingo, tu l'as. Ouais, Oui, quand t'es tout seul, t'as la simplicité, quoi. ouais, et franchement, j'ai pas envie de mettre la main dans le code, même si, bah, encore, ChatGPT peut faire pas mal de choses à ce sujet-là. Mais Sur un biz à 4 millions, tu joues pas pareil que sur un biz à... tout à fait, tout à fait. Mais il y a encore des grosses marques, tu vois, Gymshark, ils sont sur Shopify. Bon, après, ils doivent avoir des deals spécifiques pour eux parce que c'est plus publicitaire qu'autre chose maintenant. Mais ouais, Shopify pour moi, j'utilise Klaviyo. Tout est intégré en fait, tu vois, tu fais pas d'export, tu fais pas de. Et franchement aussi, en termes d'UX, il y a pas photo quoi. Franchement, tu vois un dashboard, un PrestaShop ou commerce, ça fait un peu peur quoi. Ouais, ok. Tac, tac, tac. Ouais, juste, je rebondis aussi sur un autre truc que tu as dit avant. Tu réfléchissais peut-être à l'avenir à revendre. Ouais. C'était une question que je voulais te poser au tout début en plus. Enfin, je savais que j'allais te poser cette question, donc c'est bien que tu l'abordes. Yes. La revente, pour toi, du coup, c'est une vraie option. T'es pas dans ce côté où Fraté Maté, c'est ton bébé et tu veux le garder pour toujours et c'est ton bis, quoi. C'est toi qui l'as fait. T'es prêt à passer à autre chose, peut-être pour du coup avoir des fonds pour mettre, tu vois, dans tes nouveaux projets. Peut-être même après, tu disais faire encore d'autres trucs. Tu vois, tu réfléchis à la formation, par exemple. C'est ça. C'est une option, quoi. C'est une vraie option qui s'ouvre à toi. Tu m'aurais posé la question, je pense, il y a un an. J'aurais dit, ouais, je suis pas, j'ai pas envie de vendre. Mais là, pourquoi? Parce que, bah, forcément, en fait, j'apprends plus, tu vois. Enfin, j'apprends toujours, on apprend toujours. Mais j'aimerais, en fait, être dans l'inconfort pour apprendre beaucoup plus. Euh, Ça fait 5 ans que je fais ça. Donc, j'ai fait, je pense, un peu le tour du sujet. La revente, j'ai jamais revendu de bise et je me dis que ça peut être une super expérience aussi. D'autant plus que bah, il y avait aussi un super podcast de Mathieu Stéphanie qui a ouvert sa marketplace d'achat-revente, s'appelle Alvo, je crois. Et il disait, ouais, ces marketplaces-là, en fait, ça va être la démocratisation de achat-revente, du flipping de business, comme pourrait être Acquire aux US, à d'autres markets aussi je pense, qui a mis le pied à l'étrier aussi en le premier en France, si je me trompe pas. Mm. Donc ouais, c'est une option. Euh, Au début, je pensais que ouais, j'allais tenter. J'ai essayé par exemple de faire un fraté maté en Allemagne, parce qu'il y a le club maté qui est assez connu, c'est une boisson en Allemagne qui se mixe pas mal d'ailleurs en soirée. Mais ça a pas pris. Et franchement, bah, l'e-commerce, euh, c'est cool. Et ce projet Focus, c'est un nouveau projet e-commerce. J'aime bien, mais pourquoi tu refais un projet e-commerce? Mais il est beaucoup plus simple qu'un projet maté, importation du Brésil. Les expéditions sont beaucoup plus légères sur Focus, par exemple, donc la marge est beaucoup plus intéressante. Le repeat aussi, enfin, il faut pas croire, le maté, c'est assez. Tu aimes pas, ou il faut apprendre à aimer, alors que là, c'est du café, donc c'est beaucoup plus mainstream aussi. Et ça a dans un but aussi de ramener des leads ou de me faire aussi un peu connaître sur Twitter ou sur X. Donc, ouais, la revente, c'est toujours intéressant. J'ai jamais fait ça. J'imagine que vous avez déjà revendu des sites, vous aussi. Enfin, en Non, SEO, jamais. c'est plus. Jamais? Jamais, moi. Ah En oui? SEO, très, très brièvement, il y a longtemps, on a revendu quelques petits sites, mais sinon, non, on n'est pas Ouais. revendeur. Très peu. Moi, j'y réfléchis vraiment pour certains bises, mais j'ai un peu du Ouais. mal à passer le cap. Tu gardes tes bébés. Bah, Bah, à c'est l'heure un peu d'aujourd'hui, tu vois, ça. si je devrais lancer des choses, moi, je partirais dans l'optique de revendre tous les projets, dans l'optique de revendre, et même assez vite les projets. Et pourquoi tes projets actuels ne rentrent pas dans ces cases-là, là? Parce que c'est pas des trucs vendables dans les niches, dans comment c'est fait. Non, mais même comment c'est fait, tu vois, c'est des trucs, c'est Ouais. custom, c'est moi, tu vois, c'est pas des trucs. En fait, s'il y a un truc assez particulier, j'en reparle, on en a déjà parlé dans des podcasts, mais par exemple, quand on a quitté Malte, c'est notre précédente boîte où on était associé avec Franck, avec 2 autres personnes, donc on était 4 associés, on avait pas mal de sites, et en fait, on s'est posé la question, évidemment, on arrête l'activité,
Est-ce qu'on revend? La réponse logique, c'est oui, on essaie de revendre, mais en fait, le problème, c'est que dans certains marchés, en édition de site, tu vas réussir à trouver certaines pépites, certains mots-clés, certaines choses que tu n'as pas envie En fait, tu n'as même pas envie de le dire, voilà, ce site-là, il est là, il fait ça. Ouais. Enfin, tu vois, il y a trop de... En fait, c'est trop simple, entre guillemets, de relancer la même chose plutôt que d'acheter un site à 100 000 balles, tu vois. Juste en édition de site, tu relances la même chose, tu mets un budget dans les liens, tu mets un budget... Enfin, quand tu sais faire les choses, ça nous a paru trop risqué. Alors, évidemment, c'est pas le cas pour toutes les niches de marché. Par exemple, demain, on a un gros site sur le dating. J'ai un gros site sur le dating, je décide de le revendre. Je vais pas du tout avoir la même réflexion parce que le dating, c'est une niche connue, c'est quelque chose qui est un petit peu mainstream en fait dans notre activité. Donc les gens connaissent les chiffres. Les gros éditeurs, s'ils avaient envie de faire du dating, dans tous les cas, soit ils en font déjà, soit ils en auraient fait depuis longtemps. Donc il y a vraiment cette problématique-là qui se pose et qui est très particulière et propre, je pense, au SEO. Et à l'édition de site. Et là où sur du e-com, tu vois, il y a justement, il y a toute une marque, il y a le contact avec le fournisseur, il y a tout ce que tu as créé. C'est pas copiable. C'est pas copiable. Ou beaucoup plus difficilement. Bah aussi sur la partie SEO, quand tu revends, c'est vrai que c'est très tourné sur le profil mensuel. Alors que sur une marque, évidemment, ils vont regarder ça en premier. Mais combien tu monétises une newsletter, combien tu monétises la fidélisation, combien tu monétises juste le logo Fratematé. Ça aussi, c'est pour ça que je me renseigne fortement là-dessus. Mais je comprends totalement ton point de vue sur les sites SEO. Mais je voyais pas mal voilà, sur les sites, les marketplaces, on voit beaucoup de sites d'affiliation, de SEO qui en vendent et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus, un peu plus courant que, peut-être qu'il y en a aussi beaucoup plus que des sites e-commerce. Bah, on va prendre l'exemple, excuse-moi Franck, juste de la site il y a un gros site là qui a quelques années, je crois, si j'ai pas de conneries, qui est un site d'affiliation sur des matelas qui a été revendu. Combien? 1,8 million. 1,8 million. Et en fait, la réalité, c'est que depuis, il y a énormément d'affiliés qui se sont lancés sur la thématique des matelas. Donc, évidemment, c'était un bon move pour le vendeur parce qu'il a vendu son site et que c'était un gros site qui était peut-être plus difficilement copiable que certains des sites dont on parlait jusqu'à présent. Mais tu vois, la réalité aussi, c'est que ça a mis un coup de projo sur sa thématique qui était peut-être une thématique un peu moins concurrentielle avant que le site soit vendu. Mais c'est vraiment, on est vraiment dans le cadre du SEO et de l'édition et de l'affiliation. Parce qu'encore une fois, si tu fais de la vente de liens, tu n'as pas ce problème-là. On s'en fout de savoir que tu as un site sur l'immobilier qui fait tant de trafic. À la limite, il y en a certains qui vont aller regarder un peu les mots-clés, mais enfin, en vrai, c'est un peu anecdotique, quoi. Mais sur certaines thématiques, sur des secteurs très précis, où tu as vraiment trouvé une petite pépite qui te fait vraiment bouffer mensuellement sans trop faire grand-chose, t'as pas envie d'en parler et t'as même pas envie de le revendre, en fait. Parce que tu te dis, bon, je préfère prendre sur la prochaine année, la prochaine année et demie, le côté passif que ça met... Ça fout les boules en fait de se dire je vais exposer le truc. Voilà. Après, juste pour expliquer aussi ce petit truc, c'est que nous, quand on voulait vendre, il n'y avait pas autant de plateformes de revente de sites. Donc en fait, on en parlait à notre réseau et réseau élargi, tu vois, c'est des gens que tu connais pas forcément. Et en fait, il y en a où on sait très bien que c'était des méga requins. Donc en fait, aller leur dire, bah voilà, nous on veut vendre ce site aujourd'hui. À l'époque aussi, il faut remettre dans le contexte, il n'y avait pas de problème beaucoup moins de problèmes d'indexation des sites. Il n'y avait pas les problématiques qu'on a aujourd'hui, en fait. Ouais, tu pouvais ranker très vite aussi. Ouais, exactement. Tu pouvais ranker assez rapidement. Il y avait plein de trucs qui faisaient que tu pouvais assez facilement en parler à quelqu'un qui, du coup, a les dents un peu longues. En 3 mois, quoi. Qui te copie en 3 mois. Et en fait, il disait, non, pas trop intéressé de racheter ton site maintenant que j'ai... Enfin, tu vois, j'ai vu le site, j'ai pas trop envie de te le racheter. Puis 3 mois après, tu voyais un concurrent arriver. Non. Et en fait, là où je pense que Dotmarket, et tu vois, Kevin, je sais que c'est un mec qui est sérieux. Il y a beaucoup de gens qui ont vendu via Dotmarket et Bilo, Bilo 50. Et du coup, je pense que maintenant, on serait plus enclin, peut-être, si notre expérience passée se passait aujourd'hui, peut-être qu'on aurait pu revendre via les plateformes parce que c'est eux qui faisaient
un petit peu tout le process avant pour vérifier si les gens sont sérieux et tout. Nous, quand on avait évoqué quelques fois qu'on voulait revendre certains sites, on venait juste nous voir en mode curiosité, tu vois. Ça. Et bon, voilà, maintenant, il y a peut-être un peu moins ce truc, c'est mieux géré, quoi. Si t'as un fait partie qui est là qui est là pour la confidentialité ou qui fait son taf de M&A, très bien. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je pense que ça va faire marrer certains éditeurs qui nous écoutent. Moi, j'ai été en coloc pendant 2 ans avec un pote qui est aussi éditeur de site. On avait un bureau. Je n'ai jamais vu 1 cm² de son écran. C'est-à-dire que l'écran, il était positionné de manière à ce qu'à aucun moment, je puisse voir ce qui se passe dessus. Parce qu'en fait, on est vraiment, c'est un monde particulier, hein, l'édition, il faut bien le comprendre. Et en fait, t'as pas envie de ça, que les gens sachent sur quoi tu bosses, surtout quand ça rapporte du blé. T'as pas envie qu'on vienne taper tes mots-clés, t'as pas envie, voilà. C'est un peu le dropshipping, ouais, c'est un peu le même esprit. Ouais, sans doute. Ouais. Après, je pense qu'il y a plein de thématiques où c'est concurrentiel comme ça, mais voilà. Moi, je voulais te poser la question justement de l'affiliation. Est-ce que j'avoue que je suis allé voir un petit peu ce que tu faisais, ton site. D'ailleurs, on vous invite pendant que j'y pense. Vous avez le Twitter d'Hugo @fraté_Hugo que vous pouvez aller suivre. Donc, tu es assez actif, parce que on en parlera aussi après. Mais tu nous l'as dit, tu fais aujourd'hui du personal branding pour build une public, etc. Aujourd'hui, est-ce que l'affiliation a une place dans ton business? Et j'entends par là, est-ce que c'est possible, par exemple, de revendre tes produits en affiliation? Ça l'était. Maintenant, je passe plus. Ça l'était, mais j'ai eu un peu des soucis avec des éditeurs. Et donc, vu la part. En fait, je mets tout le temps où est mon 80-20? Où est mon focus? Est-ce que c'est. Quel est le next step qui pourrait me faire passer à un autre niveau? Et ça, en fait, je l'ai délaissé parce que j'avais plutôt plus d'emmerdes que de chiffre d'affaires voilà, croissant, on va dire. Donc maintenant, j'ai fait de l'affiliation seulement pour les clients existants. Donc dès qu'on est sur la thank you page, dès que vous avez passé commande, vous avez un petit code promo personnalisé, donc Arthur 1232, que tu peux partager. Et dès que tu le partages, tu vas recevoir de mémoire 20% ou 15% de la première commande de ton affilié. Donc c'est pas du recurring puisqu'on n'est pas en SaaS, mais ce qui serait intéressant, ce que je cherche sur le projet, parce que je sais, il y a une grosse marque qui s'appelle Athletic Green One aux US, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ils ont sponsorisé tous les podcasts entrepreneurs aux US. Et eux, leur business model, c'est sur du recurring. Donc c'est une marque DTC qui fait du recurring, qui fait de l'abonnement. Et donc là, j'aimerais bien faire ça aussi sur Focus, parce que j'aimerais bien faire ça, de l'abonnement. C'est mettre en place un programme d'affiliation lifetime, tant que la personne continue à être abonnée sur Focus. Donc ça, ouais. Mais le programme affilié des clients existants fonctionne super bien, parce qu'il est alléchant. Et donc après, tu en as toujours qui essaient de s'auto-affilier, comme si on n'allait pas les croiser, voir les, voir les adresses qui sont les mêmes, ou tu vois qu'il y a juste il a changé de numéro, c'est son voisin, tu vois. Enfin voilà, temps ça passe, temps ça passe pas. Mais c'est du classique, quoi. Ok. J'ai une question là. Ça me fait penser. Est-ce que tu dis qu'aux US, il y a beaucoup d'abonnements, mais est-ce que sur le marché français, il y a beaucoup de gens qui s'abonnent sur ce type de produit? C'est une excellente question. Et je pense que l'abonnement en France, il est vu de manière un peu négative, tu vois. Forcément, t'es abonné qu'à des trucs, à ton forfait téléphone. Voilà, c'est pas forcément une image très positive des abonnements que tu reçois. Donc il faut que l'offre soit très très alléchante. Il faut que l'offre et le gars se dire, j'ai pas le choix en fait. Tu vois, c'est on recommande un livre là, 100 millions offerts de Alex Hormozy, qui est, je pense, devenu un classique. Voilà, mais c'est l'offre en fait. Le gars il doit se dire, je suis stupide de pas l'accepter en fait. Et donc c'est à chaque fois j'essaie de me dire ça. Est-ce que si le gars il est abonné, est-ce que c'est stupide, tu vois, par exemple offrir la livraison gratuite plus moins 20%.
si c'est un gars qui consomme mon produit, je sais tous les mois, ou qui peut changer facilement sa commande quand il souhaite reporter même à 6 mois sa prochaine commande tout en restant abonné, et que c'est pas ils se posent pas trop la question. Par exemple, ils peuvent même changer leur abonnement via un petit texto. Tu vois, il faut que ça soit assez simple. Et donc, ouais. Je suis d'accord sur l'abonnement en France, on n'est pas très friand de ça. En Allemagne, ils sont beaucoup plus abonnements et beaucoup plus fidèles aussi qu'en France où c'est un peu, t'as une autre offre, t'es prêt à changer Ouais, quoi. ok. En truc à abonnement qui avait beaucoup fait parler à l'époque, c'était Big Moustache, Ouais. le truc de rasoir. Et je me rappelle que ça avait bien marché à l'époque, mais je me demande si c'est toujours autant le cas, tu vois. J'ai l'impression qu'on en entend un peu moins parler. Et ouais, c'est C'est compliqué, je pense, ces business models. C'est compliqué en tout cas aujourd'hui. Parce que comme tu le dis, les gens sont pas encore vraiment habitués à ça. Peut-être aussi qu'on a un peu cette image en France où il y avait beaucoup peut-être de scams à l'abonnement, des trucs où du coup les gens maintenant ont plus confiance, sont très méfiants sur l'abonnement parce qu'ils vont se dire bah peut-être que je vais pas réussir à me désabonner, peut-être que tu vois, il y a plein de gens par exemple qui prennent des applications de sport par exemple, des Asana Rebel, des Freeletics, des trucs Ouais, comme ça, et qui se plaignent que c'est trop dur de se désabonner, j'ai été ponctionné un mois de plus, enfin tu vois, des trucs comme ça. c'est ça. Mais c'est les applications comme moi j'utilise Skio, SKIO. Il y a Recharge aussi sur Shopify qui est assez connu. C'est vraiment fait, on va dire, justement pour qu'il n'y ait aucune objection. Tu peux t'abonner, rester abonné, mais commander, limite, tu peux commander une fois en tant qu'abonné et te désabonner, tu vois. Donc, tu en as quelques-uns qui font ça sur mon site. Mais pas de souci, tu vois, parce que sur le long terme, je sais que c'est une stratégie gagnante. On parlait de valorisation pour en cas de revente. L'abonnement, voilà, tu valorises pas un business qui a un abonnement et pas d'abonnement. Et après, ça a plusieurs bénéfices, on va dire, sur le cash flow, sur les productions, sur les livraisons, tout ça. Et tu peux aussi te dire, bah, je vais adopter une stratégie où je sais que je vais perdre un petit peu d'argent en acquisition sur le premier client et je sais qu'il va à terme, la LTV, donc la valeur d'un client va monter avec le temps, donc je vais être rentable au bout du deuxième, troisième mois, donc je peux pousser tant que j'ai le cash, quoi. Donc, ouais. C'est deux stratégies différentes. C'est sûr que c'est pas la plus sécure si on fait comme ça. D'ailleurs, il y en a qui ont levé de l'argent sur ce modèle-là et ils s'en mordent les doigts parce que ça passe plus au niveau des CAC. Mais ça se fait, ouais. Ok. Vous êtes abonné à enfin, zéro abonnement, hormis les abonnements Si. SaaS. Est-ce Ah. qu'il y a un abonnement physique vous recevez Non. même pas un magazine ou rien? Même Non. pas. Même en virtuel, j'essaye au max de pas en avoir. Ouais, pareil. Ah ouais? Tout ce Mais- qui peut être acheté C'est pour ça one que je shot posais la lifetime. question, tu vois. Mais c'est des rats. Hein. On va te mettre une belle offre en taux. On va essayer de te closer. Ah, si t'arrives à convertir en taux, c'est que t'es Ouais, vraiment c'est sur que- un truc c'est Tu que solide. ça peux convertir tout le monde. On va te mettre le t-shirt Focus, la casquette, le bouquin. Sur tous les Sacré offre, podcasts, le tatouage sur le front. Ouais. Tu vois, par exemple, Nespresso, je sais pas s'il propose un abonnement. Peut-être. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais par exemple, je suis consommateur de Nespresso. Je commande régulièrement mes capsules. Et pour autant, il y aurait un abonnement. Bah, je sais même pas si je le prendrais. Ou alors, comme tu dis, il faut vraiment qu'il y ait un vrai Ouais, une incentive. un vrai incentive, ouais. Mais Hmm. même si je sais que je bois 1 ou 2 cafés par jour, ma copine pareil, donc je connais ma consommation, tu vois, je sais à peu près combien de cafés par mois j'utilise. Bah, pour autant, je pense que si un abonnement était parfaitement... tu vois, même Nespresso, là, il pourrait m'envoyer un email en disant « Nous avons remarqué que vous commandiez X capsules par mois. On pourrait vous faire un abonnement qui fait que vous avez plus besoin de vous prendre la tête. On connaît, tu vois, ils ont toutes les stats. Je prends toujours les Bien mêmes sûr. cafés. Je prends toujours le même nombre de cafés. Enfin, Ouais. les Ah. commandes sont très précises. Ils pourraient très bien prendre ces infos-là et faire un abonnement avec,
Mais s'il a pas un méga bon incentive, bah, je pense que je le ferai pas parce que, je sais pas, il y a ce côté où du coup tu te dis, je suis accroché au Ok. truc, quoi. Après, Ouais. on connaît les douilles aussi. C'est ça le truc. C'est que On nous, les connaît les abonnements, douilles, on a ouais. toujours vu des douilles. Mais même la SNCF te met des douilles. Enfin, tout le monde te met des douilles Ouais. sur les abonnements. Tout le monde. Donc, en fait, mais enfin, ça veut pas dire que tout est une douille. Mais du coup, il y a un moment, tu vois des douilles en boucle. Tu sais que l'abonnement, c'est Ouais. souvent derrière, tu te manges une CB30. Mais alors que pourtant, tu as juste acheté un billet d'avion. Enfin, t'es là, mais. Enfin, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Non, Parce mais que là, tu vraiment. vois le côté extrême. Ouais, non, mais le côté extrême, je l'ai mangé il y a 2 mois, tu vois. Pourtant, t'es là à Ah essayer ouais. de décocher les bons trucs. Enfin, je Ouais. veux dire, c'est pas comme si je m'appelle pas Monique, tu vois. Pourtant, j'ai quand même pris la CB30. Donc, en Balle vrai, perdue pour toutes les c'est. Moniques. Ouais, je pense qu'il y en a peu qui écoutent le podcast, ça devrait aller. Je devrais être tranquille. Mais voilà, enfin, il y a vraiment ce truc-là encore une fois, je pense que là, ici, dans ce moment présent dans le Wizard Podcast, on est dans un microcosme de mecs un peu ravagés qui connaissent les douilles, qui sont. En fait, on n'est pas nécessairement le client type, quoi, du tout même, je pense, pour plein de raisons. Et peut-être que les gens qui nous écoutent se reconnaîtront aussi dans ce qu'on raconte là. Tu vois, Franck, Mais, t'as la livraison gratuite sur l'abonnement d'Expresso, 48 heures, et t'as 8 € tous les 3 mois offerts. Voilà. Non, mais tu vois, c'est pas assez parce que la livraison Ouais. gratuite, je l'ai déjà vu que j'achète par gros paquet de capsules. 8 € offerts tous les 3 mois, ça te fait Ah, c'est quoi? pas Ça te fait grand-chose. 2 tubes, 3 tubes, un truc comme ça. Enfin, donc ça te fait 20 cafés offerts. Enfin, c'est claqué, quoi. Ça me donne pas envie d'avoir un abonnement chez eux pour juste ça. Bon, C'est pas pour assez. revenir un peu dans le sujet d'Hugo, tu parlais du coup du personal branding. Hugo, moi, ce que j'aimerais bien savoir, alors, dans le podcast, tu le sais, on parle beaucoup de personal branding. En dehors du podcast, c'est pareil. Les gens ont de plus en plus conscience que quand on cherche à entreprendre, c'est quand même ultra puissant d'avoir du branding en général d'ailleurs, mais le personal branding, c'est un moyen de faire du branding. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à mesurer l'impact de ce que tu arrives à construire en personal branding? Est-ce que c'est encore un peu trop tôt? Quels sont tes objectifs par rapport à ça? Ouais, clairement, le personal branding, c'est sûr que c'est un truc au début, de loin, tu te dis jamais je vais en faire, jamais je vais devenir, on va dire, influenceur comme tes potes aiment dire dès qu'ils te voient 3 fois sur Insta ou sur Twitter ou sur YouTube dès que tu balances ta première vidéo. Euh, mais franchement, j'ai eu un déblocage sur le regard des autres, où là maintenant Ouais. c'est au final, on fout quoi. Euh, Quand tu dis les autres, c'est qui? C'est les gens ouais, proches de toi ou c'est ouais, les... ça peut être les potes, que ce soit proche ou moins proche, tu vois. Ouais. Mais franchement, ça me blessait même pas dès qu'ils arrivaient à aborder le sujet. Et au final, vu que je suis à fond dans mes projets et que je suis déterminé, c'est pas un mec qui va me dire. Parce que moi, le maté, depuis 5 ans, on me dit que ça a le goût du foin, tu vois. Donc, un- c'est sur ma personne, c'est peut-être autre chose. Mais les critiques, voilà, on en reçoit tous les jours. Et de toute façon, euh, dès que tu fais quelque chose, que ça soit public, tu seras critiqué, que ça soit un sportif de haut niveau, ou que ça soit Monique Pauvre sur Monique, Instagram, encore. ça sera la même chose. Non, mais il y avait le. Donc, je regardais ça quand même assez de près. Et c'est vrai qu'il y en avait beaucoup, donc sur LinkedIn, sur Twitter, qui mettaient en avant que le personal branding, le fait de partager ces expériences, bah, leur avait ouvert pas mal de portes, que ce soit en networking, en opportunité business, où tu avais beaucoup plus de leverage sur ton temps. Et donc ça, je trouvais ça assez intéressant, parce que même si l'e-commerce, bah, à terme, peut-être ça va être, je vais continuer ou pas, à avoir une petite audience ou rentrer en contact. Et c'est vrai que tu vois, moi, ça fait 2, 3 mois maintenant, je suis sur Twitter j'écris tous les jours. Bah, j'ai jamais interagi avec autant d'entrepreneurs qu'avant les 5 dernières années, tu vois. Même si j'avais fait des masterminds, je me rappelle, à Dubaï ou en Grèce, avec pas mal d'entrepreneurs, bah là, tu vois, c'est quand même tous les jours, il y a quelqu'un qui m'écrit en DM, euh, on se voit à Paris, j'ai besoin de ton aide. Alors ça peut être très pushy au début, mais par la suite, je pense que ça peut être que bénéfique.
Et c'est d'ailleurs, tu vois, Yumi qui, lui, grâce à son personal branding, mais il a pu rentrer dans Minea, qui est un SaaS, tu vois. Donc et qui est son business principal maintenant. Ou peut-être il est avec les Ouais. formations, mais on se dit que, mine de rien, on sait pas de quoi la vie est faite par la suite, et avoir une petite notoriété, on va dire, même si on va pas devenir des starlets et être à Hollywood, ça permettra d'ouvrir des portes à terme. Et ouais, partager, je pense, mon expérience voilà, au bout de 5 ans, je pense, j'avais plus le fameux syndrome de l'imposteur, et je pouvais partager librement, on va dire, ce que je pense. Et ça marche plutôt bien. Donc j'ai vu la formation de Asynchrone, j'avais pris la formation SEO. D'ailleurs, j'attends la vôtre avec impatience. Et j'avais pris celle de Audience Mastery. Et il montrait Twitter comme une bonne plateforme. Donc c'est avant que ça devienne X. Et je me suis dit, vas-y, go. Je me fais un petit challenge. Je vais poster jusqu'à décembre non-stop sur ce nouveau projet qui était déjà dans ma tête. Et donc voilà, c'est le début de l'aventure. N'hésitez pas à me follow et on verra ce que ça donne. Les liens seront en description si vous avez la flemme d'aller recopier le petit tag d'Hugo. Ok, super. Et Mais en tout cas, ouais, pardon. j'allais juste dire, en fait, tu vois, quand tu disais que tu t'en fous de la vie un peu des autres personnes, des amis, enfin des gens et tout, au final, là où c'est intéressant, par exemple, avec Twitter, c'est que tu as la reconnaissance de tes pairs, en fait, de gens qui sont comme toi, qui au final, bah, c'est décuplé, en fait, la puissance que ça a, parce que avoir ton cousin qui te dit ah, tu fais du e-commerce de maths, tu vois, mais qui est à l'ouest, qui connaît Ouais. pas forcément, alors que là, si tu as quelqu'un qui fait aussi du e-commerce, par exemple, et qui te dit franchement ce que tu fais c'est stylé, bah, c'est décuplé en puissance de ce que ça peut t'apporter. Bien sûr. Après, sur Twitter, il y a forcément il y en a très peu qui mettent franchement leur tête, tu vois. Tu vois, il y en a beaucoup qui mettent des personas et co. Donc, c'était le premier point. Mais le deuxième, en fait, je sais pas, j'ai eu un déblocage en mode maintenant, c'est plutôt l'estime de moi-même, tu vois. Est-ce que si je le fais, comment je vais me percevoir, plutôt que une personne qui va me juger, alors que potentiellement, quand il va se coucher, il va penser qu'à sa tête, et au final, c'est juste, il l'aura dit, ah, je t'ai vu sur les réseaux, pas ouf ta vidéo, ou qu'importe, en final, tu vois, enfin, que ce soit positif ou négatif, euh, il va penser à autre chose, quoi. Les gens, ils scrollent, ils réfléchissent plus, de manière générale, c'est ça. Donc, ils te voient une fois, deux fois. Et au final, qu'est-ce qu'ils retiendront de toi? Bah, c'est peut-être les bons moments, si tu as des bons potes. Voilà, de toute façon, c'est toujours le cercle proche qui prime. Et même mes potes proches ne sont pas trop dans le business. Donc, ils regardent pas trop ce que je fais, tu vois. Enfin, ils vont me soutenir quand je leur demande. Mais ouais, franchement, ça m'atteint pas trop en ce moment. Et ça n'a pas Non, été encore trop violent, on verra. Ouais, c'est ça aussi. Je sais que nous, par exemple, avec les Wizards, pour en parler un peu, honnêtement, on n'a aucun problème pour le moment. Enfin, il me semble, Ouais. ou alors il me glisse dessus, mais vraiment, il n'y a pas de haters. Où je pense, honnêtement, on parle à une communauté qui doit être quand même relativement intelligente par rapport à d'autres communautés, d'une autre audience potentielle, et que même les gens, en fait, qui nous apprécient pas, juste ont l'intelligence, tu vois, de juste skip Ouais. ou, tu vois. Bah, c'est Je autre pense, chose, ouais. hein. Et puis on vend rien pour le moment. Donc peut-être que le jour justement, parce que ça ne saurait tarder, où la Ouais. formation va arriver, même si là on a eu des très bons retours sur notre formation gratuite, hein, qui on le rappelle se trouve en description sur la vente de liens, avec pas mal de gens qui nous ont du coup témoigné leur intérêt aussi pour la Dont suite, moi. dont toi. Ben, je pense que ça va, que ça là à ce moment-là, ça risque voilà d'être un peu plus. Ouais. Un peu plus le cas, ce qui est normal, hein, comme tu as eu complètement raison d'en parler. Bien sûr. Quand on s'expose, quand on fait du personal branding, quand on crée du contenu sur Internet, il y a forcément des gens qui peuvent pas nous blairer, en fait, pour être tout à fait honnête. Et ce qui est marrant aussi, c'est que ça me fait penser à une interview de Thibaut InShape, donc créateur mainstream, avec avec 10 millions d'abonnés aujourd'hui sur sa chaîne YouTube. Je crois que sa première vidéo, il a eu 20 vues. Il s'est fait insulter une fois, tu vois, à blanc, tu vois, vraiment, c'est de la merde, t'es une merde, tu vois, genre 20 vues.
Donc c'est pour te dire, tu vois, c'est vraiment, c'est Internet, quoi. Ouais. Il faut, et c'est pas évident enfin, je veux dire, il faut être au courant que ça peut arriver. Et puis c'est pas évident à encaisser, même si on connaît pas la personne, ça peut vite nous piquer, ça peut vite nous piquer. Donc le fait que ça te glisse dessus, c'est une très bonne chose. Et je pense que Ouais. ça doit glisser sur tous les créateurs de contenu et tous les gens qui font du personal branding. Moi, j'ai une question. Alors déjà, je pense que tu as dû potentiellement communiquer dessus sur ton Twitter. Donc je m'excuse, j'ai pas l'info, mais dans tous les cas, c'est chouette, je pense, pour les gens qui nous écoutent, si tu as envie d'en parler. Aujourd'hui, Café Maté, en termes de CA, ça Fraté représente... Maté. À chaque Fraté, fois, tu dis Café je suis Maté. désolé, tu aurais dû me reprendre avant, je suis vraiment désolé. T'inquiète. Fraté Maté. En termes de CA, ça représente quoi? Donc 2021, j'ai fait 1.5 et là, l'année dernière, j'ai fait 1.1. Donc en Ok. 2022, il y a eu une légère décroissance. Donc là, on va voir 2023 avec Q4 qui arrive fort. Généralement, ça fait quand même une bonne partie du chiffre aussi, Ouais. où on va atterrir. Euh, Après, il y avait une des erreurs aussi que j'ai faites, et ça peut être intéressant de la partager, c'est qu'il y en a beaucoup qui se focus sur le CA, euh, sur les dashboards Shopify, 10K la journée, 20K la journée, ainsi de suite. Sauf qu'on connaît pas trop le bénéfice. Et franchement, quand tu fais deux trois simulations quand t'as pas une marque ou une vraie marque ou un truc qui est pas trop en retail et tout, les gens, ils se basent sur les bidas, donc c'est franchement le profit que tu génères tous les mois. Et il y en a beaucoup en fait qui communiquent pas là-dessus, et c'est pour ça aussi que le bulletin public sur Twitter, il va être intéressant parce que j'aimerais partager aussi sur cette métrique qui est très peu en fait partagée, et plutôt sur le chiffre d'affaires qui veut pas dire grand-chose parce qu'il y a des business qui sont valorisés beaucoup plus haut, qui font 500K en e-com, et tu as des business qui font 1.5 et qui sont limite à 1-2 points de marge, tu vois, ils suffoquent. Donc, ouais, le chiffre d'affaires, c'est cool pour ton banquier qui va se prendre des commissions dans tous les sens, et lui, il va te dire continue à emprunter, ainsi de suite. Mais pour toi, je pense quand même focus sur la marge, quoi. Très bien. Ok. Et en termes de répartition, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que tu nous as parlé, par exemple, de Monoprix. Ouais. Aujourd'hui, alors sans rentrer dans les détails, mais par exemple, Monoprix, ça représente une grosse part de ton chiffre ou... Monoprix, je dirais que ça fait 15%. Ok, Amazon, ça fait 25-30, je dirais. Et le reste, ok. c'est le site. D'accord. Donc Ama- beaucoup SEO, et j'ai vu que tu faisais aussi que tu achetais du trafic, donc beaucoup d'acquisition en pub. C'est ça, ouais, c'est ça. Amazon, étonnamment, je suis toujours autant surpris, mais j'ai l'impression que ça pousse de plus en plus. Les gens, alors peut-être ils arrivent encore à démocratiser de plus en plus le marché, et ça pousse dans tous les sens. Moi, je connais des gars avec qui je discute en e-com, t'as 60, enfin, ils ont commencé comme moi. Au début, c'était 100% sur leur site Shopify, et maintenant, c'est 50-60% sur Amazon. Euh, et t'as moins de problèmes, donc moins de SAV. La livraison, tu sais que ça va arriver à temps. Donc, on parlait des trucs chronophages, bah là, t'en as beaucoup moins. Donc, ouais, je suis toujours étonné de voir les chiffres sur Amazon qui montent. Et c'est peut-être des. Et tu vois aussi des noms de marques. Il y en a beaucoup qui voient une pub sur Insta, sur Facebook, et qui vont directement sur Amazon taper le nom de marque. Hmm. Donc, les volumes de marques peuvent être aussi importants sur Amazon. Et bah, d'ailleurs, Boku, donc les toilettes japonais, en parlaient dans un des podcasts. Il était étonné de voir son nom de marque sur Amazon alors qu'il n'y était pas, et potentiellement des gens qui achetaient son nom de marque pour positionner des produits. Donc il avait quand même un manque à gagner à ne pas y Ouais. être. Euh, donc ouais. Et tu ads chez Amazon, toi? Ouais, je ads. Ouais, t'es, Ouais. t'es- t'es un peu obligé. Ok. T'as une... Ouais, pardon. Non, vas-y. En fait, quand tu lances un produit sur Amazon,
T'as quand même des choses à faire. C'est pas si simple que on publie et on voit ce que ça donne. Le plus important, c'est d'avoir des étoiles le plus rapidement possible. Des techniques black hat ou tu as des techniques plutôt white. La white, c'est tu as le programme Vine où en gros tu payes 170 €, je crois, d'inscription, puis les frais d'expédition et le coût produit. Et en fait, tu as des personnes, donc potentiellement des démoniques qui achètent des produits, enfin, qui reçoivent gratuitement des produits et qui donnent des avis authentiques. Et ça, Amazon trouve ça assez legit, donc ils acceptent ça. Ce qui peut être intéressant aussi quand tu as des variantes, c'est de créer des fiches produits différentes, puis après de rassembler ces variantes-là sous la même fiche produit pour que les avis se cumulent. Plus tu as d'avis, plus la vélocité des ventes va augmenter. Et en fait, quand tu lances un produit, tu as 30 jours, ça s'appelle la honeymoon période, où là, il vaut mieux bombarder, on va dire, en ads, quitte à perdre de l'argent, parce que en fait, tu as un système aussi d'organique. Euh, donc, le business d'Amazon, c'est que de pousser les fiches produits qui convertissent le mieux, qui font le plus de ventes. Et donc, plus tu vas rentrer plus ta vélocité de vente les 30 premiers jours va être important, plus ça va être bénéfique pour toi sur le long terme. Donc, voilà, c'était les petites astuces Amazon. Et les Intéressant. techniques vraiment sombres, je suppose, ça avec les groupes Facebook. Enfin, je me rappelle à une époque, il y avait ce genre de truc. Ouais, mais pour moi, c'est très risqué. Je sais pas, tu vois, t'as un bise à 100K, 250, tu vas risquer parce que voilà, Amazon ban et après ton compte pour le récupérer, bonjour C'est quoi. très compliqué. Ouais. Pour récupérer 10 avis, tu vois, alors qu'il vaut mieux dépenser 170 €. Enfin, Ah, clairement. le jeu en vaut pas trop la chandelle. Euh, Après, tu as des trucs Black Hat à l'époque où tu arrivais à récupérer aussi les emails de tes clients Amazon, qui est le Saint Graal, on va dire. Alors après, tu as toujours des astuces, tu mets des petites cartes dans tes petits produits pour qu'ils récupèrent leur e-book, ils récupèrent leur email et ainsi de suite. Mais bon, ils checkent de plus en plus. Ouais, ok. Anto, est-ce que tu as des questions? Ouais, juste une seule. Est-ce que, ouais, après, t'as parlé vite fait de la grande distribution, mais est-ce que c'est un truc que tu veux scale ou pas du tout? Parce que tu disais que les marges étaient ridicules. Ouais, les marges sont rikiki. Enfin, rikiki 30%. Sur le snacking, généralement, c'est 30%. Donc, c'est pas. On est loin des grosses marges. Après, tu peux faire des économies d'échelle. Donc ça peut être intéressant. C'est pas un truc sur lequel j'ai envie de m'étendre parce que en fait, on s'en rend pas compte, mais la GMS, si t'as personne sur le terrain, ça marche pas. Et donc c'est pour ça que si je lance un truc nootropique en pharmacie, c'est mieux de passer par des distributeurs en tant que petite boîte, passer par un distributeur. Donc le distributeur va acheter ta canette et Monoprix va avoir un contrat avec ce distributeur-là donc il va avoir un intermédiaire qui va prendre aussi une petite marge. Sauf que ce distributeur-là, généralement, il a des commerciaux, des chefs de secteur, voilà, donc qui tournent dans les rayons. Moi, j'ai un Monoprix en bas de chez moi. Une fois sur trois, je suis obligé d'attraper le chef de rayon en lui disant frérot, elle est où ma canette? Ou le prix, il est où? Parce que de temps en temps, t'as pas le prix, t'as pas la canette. Et le gars, il est débordé, quoi. Il a pas que ça à faire. Donc, généralement, c'est ces personnes-là qui sont sur le terrain qui aident les chefs de rayon à bien mettre tes produits en rayon. Et il faut pas croire, par exemple, Red Bull, ils en ont, ils en ont je sais pas combien des chefs, des commerciaux sur terrain. Ils voient c'est qui cet energy drink, ils prennent mes canettes, ils les mettent en bas du frigo. Et tes canettes, elles sont moins visibles, tu vois. Donc ça c'est la guerre, tu vois. Tout le monde fait ça. Euh, Donc attends, donc, tu veux dire qu'ils ont des armées de gens qui se promènent dans toutes les boutiques et qui font ça? alors, non mais, non mais quand ils voient un nouveau concurrent, généralement ça se passe comme ça. C'est que soit donc t'as les maîtres, enfin la phase. Donc par exemple si tu poses deux canettes, voilà, de phase, t'as plus de chances de vendre. Bah eux les Red Bull, ils vont essayer dès qu'ils passent, ils vont essayer enfin je dis Red Bull, mais c'est tout le monde fait pareil, hein.
tout le monde essaie de mettre un max de produits et planquer les concurrents. C'est Même C'est ignoble. non, mais c'est ignoble, mais alors t'as des supermarchés, c'est intégré, t'entends, c'est des franchisés, t'entends, c'est plus ou moins contrôlé. Voilà, t'as tout ça. Mais c'est commun. J'ai un pote, il est chef, il tourne aussi dans les magasins. De temps en temps, il fait sauter les prix des concurrents. Il met ses trucs, il dégage, il refait le rayon. Et automatiquement, t'as le chiffre qui rentre, hein. Donc c'est pour ça. Et attends, mais Enfin, ça a autant d'impact? Je t'avoue que moi, tout bah, ce qui est GMS, je suis un peu à l'ouest dessus. Je me rends pas compte, tu vois, des stratégies marketing et tout, des ouais. trucs de tête de gondole et tout ça. Moi, ça me passe un peu au-dessus. J'ai l'impression de pas être réceptif, alors que je suppose que je le suis comme absolument tout le monde. Ouais. Et tout ce que tu dis là, ça a vraiment un impact si fort que ça pour que ça soit rentable d'engager des gens qui vont faire leur boulot de commercial, mais de temps en temps, ils vont aller faire En fait, sauter des prix. je suis pas très expérimenté sur la chose, mais je suis quand même bien informé. Et tu as quand même deux gros points où tu peux augmenter ton chiffre d'affaires en GMS. C'est avoir plus de points de vente. Donc, au lieu d'avoir 150 Monoprix qui ont ta canette, c'est 250. Donc là, automatiquement, ton chiffre d'affaires il monte. Et c'est la visibilité de ton produit. Donc, tu peux avoir une face, deux faces, trois faces. Donc, tu as trois canettes qui sont alignées. Forcément, tu as plus de visibilité. Et tu as aussi la position de ton produit en fonction des yeux. Donc, forcément, si ta canette elle est sous le frigo, elle va moins se voir que si elle est à la hauteur des yeux. Donc, ça, généralement, tout ça, ça se négocie avec la centrale, avec Monoprix, avec Enco. Mais oui, je peux te dire que donc t'as des commerciaux, leur taf c'est de tourner dans tous les magasins, de faire en sorte que les produits ils soient visibles, qu'il y a les prix, parce que non mais franchement, moi j'achète pas si j'ai pas le prix Ouais, du. ça se comprend. Voilà. Mais enfin moi ça m'arrive de pas voir les prix de ma canette. Et là, ça te rend fou quoi. Et après ils arrivent à. Voilà, bon bref. Mais donc oui, t'as bien des gars qui essaient de prendre le maximum de place sur le rayon. Et voilà, c'est ouais, de décaler ton truc, de faire en sorte que le prix du voisin soit moins visible, de gagner une petite face, ou voilà, de faire copain-copain avec le chef de rayon pour que tu l'aides. Enfin, généralement, ils viennent à 4h, 5h du mat pour setuper, on va dire, les rayons. Les têtes de gondole aussi, ça joue. Bah, plus tu aides le chef de rayon, plus tu l'aides dans son boulot, plus il va t'aider aussi, donc il va mettre en avant tes produits, et si t'es pas là, bah, il va te mettre bien, ou tu vas essayer de le mettre bien, voilà. Donc Ça t'est déjà arrivé d'aller à 5h du mat dans un Monoprix pour aller. jamais, Ok. jamais, jamais, et c'est pour ça que, bah, idéalement, si un distributeur qui souhaite faire un deal avec moi, ce serait idéal. Donc il achète ma canette, et lui, il gère tout ce qui est, on va dire, terrain. Hmm. Parce que c'est un métier où tu gères des gens, tu fais des dégustations, il faut faire de l'animation. euh, Après, voilà, tu vois, ton leverage, on parlait t'as plein d'autres opportunités, et moi, le retail, c'est pas là où je veux m'investir, tu vois. Il y a tellement de choses à faire en ligne, et la liberté géographique, là, c'est à l'écuite, quoi. Le digital nomade, quand t'es à Bali et il faut remettre un rayon, C'est c'est pas compliqué. possible. C'est pas possible. Il te reste Ok. des questions, Franck, ou pas? Ouais, mais c'est plus. On part sur du côté mindset. Eh ben, très bien. De toute façon, on est sur la fin, hein, donc Ok. je Je voulais savoir, toi, tout à l'heure, tu parlais un petit peu discipline, trucs comme ça. Tu as des techniques de travail en particulier pour bosser, ou tu as quand même un peu ce côté feeling où enfin, tu bosses un peu comme ça arrive. Non, quand même, je vais. S'il y a mes potes qui m'écoutent, moi, je pense que je suis assez discipliné. Euh, je peux le montrer, j'ai un petit. Ça, il m'a pas mal aidé, ce Productivity Planner. On peut le trouver sur Amazon, il est cool. Mais oui, j'ai un Notion avec les. Ah voilà, parfait. Un, un Notion avec des OKR, donc c'est objectifs qui résultent tous les 3 mois.
subdiviser tous les. Je vois Anto qui est loin de Ah ça, ouais, moi, mais. je fais l'inverse de tout. Mais après, Ah c'est ouais? bien, en vrai, j'aimerais bien, mais je sais pas, chapeau, moi, j'arrive pas. Ah ouais? Non, mais Ouais. en fait, c'est bête, mais en fait, j'avais du mal au bout de 4-5 années à voir ma progression. Et le fait, en fait, de noter un peu plus, de faire des weekly reviews, de voir ce que tu fait cette semaine, ce que tu as à faire pour atteindre l'objectif, on va dire, mensuel, pour atteindre l'objectif trimestriel. Et voilà, subdiviser, on va dire, tes objectifs, ça soit perso ou pro. Je trouve ça, moi, ça m'a beaucoup aidé, personnellement. C'est peut-être pas fait pour tout le monde. Euh, Après, avec Focus, c'est vrai que moi, je me suis auto-brainé sur un truc anti-réseaux sociaux, anti-dopamine. Donc là, j'ai l'écran noir et blanc, on va dire, sur mon téléphone, que je recommande à tout le monde. Franchement, c'est dur à tenir la première semaine, mais pour moi, ça m'a pas mal aidé. Il y a une petite astuce aussi que j'aime bien, c'est rassembler les messageries. J'utilise Beeper, B-E-E-B-E-R. Et en gros, ça rassemble tout ton Discord, ton Twitter, ton WhatsApp, ton Messenger et co. Et en gros, tu peux catégoriser, tu as aussi texte avec un S à la fin. Ça t'a permis de catégoriser, on va dire, tes conversations. Et tu peux le faire sur ton téléphone, t'es pas obligé d'ouvrir 15 000 apps pour checker que voilà, t'as pas un pote qui te propose une bière soir, tu vois. Donc, euh, donc ça, c'est cool. Ça coûte Mais cher, ça? Beeper, c'est gratuit. Je te file mon petit lien. C'est même pas un lien affilié, mais c'est. Ok, trop cool. C'est un peu un Ceux qui. équivalent de Bah, France, nous, on non? utilise France, ouais. Mais moi, en fait, je me suis Ah fait, ouais, tu je me suis fait scam par France, donc j'arrête. Ah, Mais pris du une coup, CB30? on va CB30, la fameuse. J'ai pas pris de CB30 cette fois-ci, non, mais en gros, toi, tu l'utilises toujours, Franck, parce que Ouais. il y a plus d'abonnements hors de prix et parce que tu as été un des early, Bah, en fait, enfin des ouais, premiers c'est ça. Moi, j'ai utilisateurs. un compte Legacy, j'ai les premiers Ouais. comptes, donc j'ai tout en Bah, illimité. du coup, moi aussi, je fais rouler et du coup, je ne peux plus profiter de France, donc j'arrête, je l'expédie. Et j'allais justement, j'étais en train de me dire au début du podcast, il faudrait que je pense à demander sur Twitter s'il n'y a pas un équivalent de France. Donc là, tu viens de m'en donner un, c'est incroyable, c'est parfait. Ouais, je t'envoie le lien avec grand plaisir. Franchement, j'ai envoyé ça à un pote. Il m'a dit aussi Game Changer parce que t'as un messagerie Instagram, Ah, donc tu peux supprimer Insta, tu vois. T'arrêtes de voir les stories des autres, les nanas qui dansent and co. Donc au moins t'es bien focus. Donc ouais, ça c'est sur ma petite discipline. Après, petite routine aussi du soir en mode voilà, c'est quoi les next steps pour le lendemain. C'est toujours intéressant, c'est toujours bien de faire une review de ta journée et de voir par quoi t'attaques aussi le lendemain matin. Comme ça, t'es pas dans le brouillard, on va dire. Tu te lèves et ouais, les calls les après-midi, ça c'est obligatoire, quoi. Je refuse tous les calls le matin. Ah, c'est des trucs assez simples, hein, mais franchement, c'est ouais, un peu de discipline et t'avances un peu plus vite, quoi. Et le sport dans ta vie, ça a une place importante ou... Ouais, franchement, j'essaie de faire du sport pas mal de fois. Là, je suis sur une année où j'enchaîne un peu les blessures, même si ouais, tendinite un petit peu. Paddle, j'aime beaucoup. Pas mal de surf. Là, j'étais au Mexique début d'année, c'était cool. J'espère que Bali, ça va reprendre un petit peu. Et, non, la course aussi, j'aime beaucoup courir. Mais bon, je pense pas que la course, ça soit un bon sport pour les entrepreneurs. Enfin, tu me diras oui et non. Mais j'aime bien les sports où en fait, tu es tellement focus sur le sport que tu penses pas en fait au biz. Le sport, je vais tout le temps penser à quelque chose. Si je fais un foot, je vais être à fond ou quand je fais un paddle, je vais être à fond dans le moment. Et j'ai pas le temps en fait de penser ou j'ai pas. Ouais, c'est intéressant ça. Ouais. Donc plutôt privilégier des sports où ton attention elle est fond dans l'action. Ça me rapporte à moi, ça sera ma dernière question. Justement, le fait de ce côté, le fait de décrocher un petit peu de temps en temps. Je sais pas si tu as écouté parce que je sais que tu écoutes pas mal nos podcasts, je sais pas si tu as écouté le dernier là qu'on a fait sur les conseils pour bien débuter, parce que du coup, tu n'étais pas forcément concerné par le podcast et son titre, mais en gros, on parle du fait, on en avait déjà parlé dans un précédent podcast, le côté un petit peu up and down chez les entrepreneurs, les solopreneurs, ou enfin juste les gens qui font du business ou du make money sur Internet. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu es confronté toi aussi? Est-ce que tu as souvent ces grosses baisses de motivation un peu plus dures à gérer? Enfin, tu vois? Ouais.
Oui, je l'ai écouté, votre podcast. D'ailleurs, je crois que depuis que vous avez travaillé sur la formation, Franck, tu disais que tu étais beaucoup plus productif, où tu repartais Là, en ce moment, je suis une avec Nadal. machine. Ah ouais, je pense que j'ai rarement aussi bien bossé qu'en ce moment. Bah écoute, trop bien. Mais oui, mais je pense que c'est naturel. On n'est pas, bah justement, on n'est pas des enfin, on n'est pas des machines à 100% non-stop. C'est normal de débrancher, de remettre un bon coup de pédale de temps en temps. Euh, je pourrais pas dire pourquoi de temps en temps je suis à fond, de temps en temps je l'ai un peu moins. Mais généralement, si je suis un peu moins dans le truc, j'essaie de changer d'environnement. Franchement, un des hacks qui revient le plus souvent. C'est de carrément changer, soit, ça peut être tout bête, hein, mais tu as ton bureau classique là et tu changes carrément de bureau. Ça peut débloquer certaines situations où tu travailles dans un coworking, va plutôt dans un autre, ou s'il y a je travaille dans un coworking à Lyon, je sais plus où, ils ont deux. Il y en a une à la Guillotière, il y en a un derrière la Grande Place. Ouais, Style Live Station ou un truc comme ça. Sofa. Ou le sofa, ouais, ok. Sofa. Bah, je travaillais voilà, une fois switches et franchement, c'est un bon truc. Mais oui, mais clairement, la motivation, la discipline, elle peut pas trop changer, mais la motivation, forcément, elle varie. Ouais. Intéressant. Ok. Et bon, moi j'avais une toute dernière question dans ce cas-là pour toi. Enfin, c'est même pas vraiment une question, mais c'est plus est-ce que tu as des recommandations à apporter justement à des personnes qui seraient plus débutants, soit dans le e-commerce, vu que c'est quand même ton gros domaine de prédilection, soit tout simplement, tu vois, des gens qui sont un peu en mode qui ont envie de se lancer, mais peut-être qui se lancent pas, qui ont peur de plein de trucs et tout ça. Tu vois, qu'est-ce que toi était ton déclencheur au début quand tu as voulu te lancer? Ouais, alors, je vais peut-être commencer sur l'e-commerce rapidement et après, sur l'e-commerce, enfin, franchement, il y a pas non plus 10 000 choses à dire, mais si tu veux faire un peu d'e-commerce, un panier moyen au-dessus de 50 euros à l'heure actuelle, c'est obligé. Favoriser les produits assez légers, consommables pour le repeat, c'est toujours mieux. Voilà. Avec une marge, essayer de faire fois 4 fois 5 ça peut être très bien aussi. Ouais, Donc ça, faut c'est les marger sa coûts. mère quand même alors. Ouais, ouais, bah ouais, de nos jours maintenant, c'est franchement, sauf si t'as un panier moyen, je te dis n'importe quoi, un sofa un sofa à 250 euros où là tu peux faire une marge fois 2 tu vois, mais en valeur, Ouais. voilà. Euh, pour débuter, ou un conseil pour ceux qui vont entreprendre, franchement, bah c'est bateau, mais enfin, je trouve que moi, je progresse beaucoup plus quand je suis dans l'inconfort. Et c'est pour ça aussi que ces nouveaux trucs de bulletin public, rejoindre une agence, c'est être dans l'inconfort. Pour moi, ça me stimule. Au début, on a peur, mais après, c'est un peu une petite adrénaline, dopamine qui me Il stimule. y a que ça Et qui être dans marche, hein, de toute façon. ouais, c'est ça. C'est quand tu te prends la savate, hein, tu repars. Mais franchement, c'est la vie, enfin, la vie entrepreneur Non, mais déjà, c'est sûr. c'est que des montagnes russes, quoi. Il y a des fois où tu perds de l'argent, t'en gagnes, l'argent ça vient, voilà, ça vient, ça repart. Le, je pense que c'est tant que tu es discipliné, tu essaies de comprendre un petit peu, de networker. Moi, le networking, ça m'a quand même pas mal débloqué pas mal de situations, de continuer à apprendre tous les jours. Moi, j'écoute un podcast, par exemple, tous les jours, que ce soit le vôtre ou d'autres trucs business. Euh, tant, tant que tu es dans cette démarche-là et tu as envie de progresser personnellement ou apprendre un nouveau truc, bah, franchement, ça sera jamais un échec, quoi. Enfin, et je me dis, même au pire, je perds tout. La valeur marchande ce que j'ai sur, sur un CDI, je pense elle est honnêtement, elle est un peu enfin, je pense que je peux valoir un bon petit salaire, tu vois? Enfin, tu peu de profils comme ça et tu beaucoup de boîtes maintenant qui cherchent à faire de l'intrapreneuriat, donc lancer Ouais. des nouveaux projets, ils cherchent des profils un peu, comme ça, donc tu tout à gagner Ouais, c'est même des bons sur, postes en vrai. bah oui, mais même si tu craches, au final, t'auras tellement de choses à dire. Et tu Hmm. pourras peut-être aller dans un strip club au Brésil, parler business et voilà. Donc ça vaut le coup.
Au top, c'est une belle manière de conclure ce podcast. Écoute, merci encore pour ta présence avec nous, Hugo, c'était très chouette. Merci à tous ceux également qui nous ont écoutés lors de ce Wizards podcast. On vous rappelle qu'il faut vous abonner à cette chaîne YouTube si vous nous écoutez sur YouTube, mettre les petites étoiles si vous nous écoutez sur les plateformes de podcast, un petit commentaire, un petit like, et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Ciao, ciao. Salut. Ciao.